retint son souffle en voyant une jeune femme inconnue assise à sa table, vêtue de son propre peignoir en soie émeraude. Son mari versait doucement du café dans 2 tasses, pendant que sa belle-mère rangeait calmement les cadres photos d'Élise dans un grand carton poubelle. Personne ne semblait surpris de la voir rentrer plus tôt que prévu de son prétendu voyage d'affaires. Élise resta figée dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Le bruit de sa valise à roulettes sur le carrelage n'avait fait sursauter personne. L'air semblait soudain lourd, chargé d'une tension étouffante qui lui nouait la gorge. Marc, son mari depuis 7 ans, posa la cafetière sur le plan de travail en marbre blanc. C'était ce même marbre qu'elle avait mis 6 mois à payer grâce à ses primes de nuit. Il leva les yeux vers elle avec une froideur qui lui glaça le sang. « Tu devais rentrer demain soir », murmura-t-il simplement. Il n'y avait aucune once de culpabilité dans sa voix. Juste le léger agacement d'un homme dérangé dans son emploi du temps. La jeune femme en peignoir tourna la tête, affichant un sourire poli mais cruellement confiant. Elle devait avoir tout juste 25 ans. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés et ses mains effleuraient la tasse en céramique qu'Élise avait achetée à Florence lors de leur lune de miel. « C'est donc elle !» souffla la jeune inconnue en regardant Marc avec amusement. Colette, la mère de Marc, referma le carton de photos avec un bruit sec. Elle épousseta ses mains sur son tablier fleuri. Un sourire de triomphe étirait ses lèvres fines et ridées. « Élise, puisque tu es là, autant clarifier les choses tout de suite », annonça la vieille femme d'un ton sec et cassant. « Clara emménage ici aujourd'hui. » Le choc frappa Élise en plein ventre, lui coupant la respiration. Son propre salon sentait le parfum lourd et sucré de cette fille. Cette odeur envahissante écrasait la subtile senteur de lavande qu'Élise s'efforçait de maintenir dans la maison depuis des années. Elle regarda son mari, cherchant une explication désespérée ou un éclat de honte dans ses yeux foncés. Mais Marc prit une gorgée de son café noir, l'air aussi indifférent que s'il discutait de la pluie et du beau temps. « La maison est à mon nom, Élise, tu le sais très bien », déclara-t-il d'une voix posée. « J'ai demandé à mon avocat de préparer les papiers du divorce, tu les recevras la semaine prochaine. » Il posa sa tasse sur la table et croisa les bras sur sa poitrine. « Je veux que tu fasses tes valises avant ce soir », ajouta-t-il froidement. Clara attend un enfant de moi et elle a besoin de calme pour vivre sa grossesse. La trahison était totale, brutale, exécutée avec une précision chirurgicale. Élise baissa les yeux vers le ventre plat de la jeune femme. Elle regarda ensuite sa propre valise, posée près de l'entrée de la cuisine. Pendant des années, elle avait tout sacrifié pour soutenir la carrière de cet homme. Elle avait payé les factures d'électricité, acheté les meubles de designer, rempli le réfrigérateur chaque semaine. Elle s'était effacée, oubliée pour qu'il puisse briller et monter son entreprise. Et aujourd'hui, il la jetait dehors comme un vieux manteau usé dont on ne voulait plus. La belle-mère s'avança vers elle, les bras croisés, savourant visiblement cet instant de suprématie absolue. Depuis le premier jour, Colette l'avait détestée. « Ne fais pas de scène, Élise !» cracha la vieille femme avec mépris. « Mon fils a enfin trouvé une vraie femme, quelqu'un qui saura lui donner une véritable famille. » Colette pointa un doigt noueux vers la porte d'entrée. « Tu as eu ta chance. Maintenant, tu dois partir dignement et nous laisser tranquilles. » L'humiliation brûlait les joues d'Élise, ses oreilles bourdonnaient sous le coup de l'adrénaline. N'importe quelle femme aurait hurlé. N'importe qui aurait jeté la cafetière brûlante contre le mur ou fondu en larmes sur le sol froid de la cuisine. Mais Élise ne pleura pas. Elle refoula l'envie de hurler sa douleur. Elle se concentra plutôt sur un détail minuscule. Son regard s'arrêta sur la couture effilochée de la manche du peignoir en soie que portait Clara. Ce vêtement valait une fortune, mais il restait fragile. Tout comme l'illusion de puissance dans laquelle Marc et sa mère nageaient en ce moment même. « Très bien », répondit finalement Élise d'une voix étonnamment douce et stable. Le silence qui suivit fut lourd, presque déstabilisant pour le trio. Ils s'attendaient tous à une crise de nerfs, à des supplications ou à des cris de désespoir. Marc fronça légèrement les sourcils. Il devint soudain méfiant devant cette soumission inattendue de la part de sa femme. « Très bien », répéta-t-il, l'air sincèrement déconcerté. « Tu ne vas pas faire un scandale ? À quoi cela servirait-il ? Demanda-t-elle en redressant lentement les épaules. « Si tu veux que je parte, je partirai. » Elle fit glisser la poignée de sa valise entre ses doigts. « Mais j'ai besoin de rassembler mes affaires et de trier mes documents. Je dormirai dans la chambre d'amis cette nuit et je partirai demain matin. » Clara, la maîtresse, laissa échapper un petit rire nerveux. Elle jeta un regard à Marc, comme pour s'assurer que cette intrusion d'une nuit supplémentaire ne gâcherait pas leur bonheur tout neuf. « Qu'elle prenne la petite chambre au fond pour ce soir, » concéda Colette avec un hochement de tête dédaigneux. « Mais demain, à la première heure, les serrures seront changées. » Élise hocha lentement la tête, ravalant le goût amer de cette humiliation.
Elle attrapa fermement sa valise et traversa le salon avec une dignité glaciale. Chaque pas de ses talons résonnait sur le parquet en chêne massif qu'elle avait elle-même poncé et verni 3 ans plus tôt. En passant près du buffet de la salle à manger, son œil fut attiré par un détail. Un document froissé était posé négligemment sous le lourd trousseau de clés de la voiture de Marc. C'était un relevé bancaire récent de la société de son mari, ouvert à la vue de tous. Elle lut un seul chiffre en gras en passant, un montant à 6 chiffres. Un sourire imperceptible, presque dangereux, étira le coin de ses lèvres. Marc était tellement arrogant, tellement convaincu de sa propre intelligence supérieure. Il pensait sincèrement qu'avoir mis le titre de propriété de la maison à son seul nom le protégeait de toute réclamation. Il avait oublié une règle fondamentale de la survie. Quand on construit un empire financier sur le dos de sa propre femme, il ne faut jamais laisser cette même femme gérer les mots de passe de la comptabilité. Élise entra dans la petite chambre d'amis et ferma la porte derrière elle. Elle tourna la clé à double tour dans la serrure rouillée. L'odeur de renfermé lui piqua le nez. Les draps n'avaient pas été lavés depuis des mois. La pièce servait de débarras pour les vieux manteaux d'hiver. Elle s'assit sur le bord du matelas inconfortable, les mains posées sur les genoux. Le silence étouffant de la pièce fut soudain brisé par le son lointain des rires venant de la cuisine. Ils fêtèrent déjà leur victoire avec le café qu'elle avait acheté. Ils la croyaient définitivement brisée, anéantie. Ils imaginaient qu'elle allait fuir les mains vides dès l'aube, avec son chagrin pitoyable pour seule compagnie. Élise ouvrit doucement son sac à main en cuir noir. Elle en sortit son téléphone portable. Elle déverrouilla l'écran lumineux et ouvrit l'application de sa boîte de réception. Le tout premier courriel affiché en haut de la liste provenait de Maître Rousseau, le redoutable avocat spécialisé en fraude fiscale qu'elle avait discrètement engagé. Elle l'avait consulté en secret la veille de son prétendu départ en voyage d'affaires. La lourde pièce jointe du message contenait des dizaines de preuves accablantes. Il y avait les traces des transferts d'argent illicites vers des comptes cachés et les copies parfaites des signatures falsifiées par Marc. Son mari pensait l'avoir humiliée et chassée de sa propre maison avec une facilité déconcertante. Il ignorait encore qu'il venait d'inviter sa mère et sa maîtresse à s'asseoir au cœur d'un champ de mine. Élise tapa un court message de confirmation à son avocat, le pouce ferme. Son regard brillait désormais d'une détermination sombre et absolue. Elle allait détruire cette nouvelle famille, pièce par pièce. Mais avant de déclencher la tempête, elle allait les laisser s'installer très confortablement au bord du précipice. La nuit tomba sur la maison, enveloppant la chambre d'amis d'une obscurité glaciale. Élise resta assise dans l'ombre, écoutant les bruits étouffés qui traversaient les cloisons fines. Chaque son était une petite aiguille plantée délibérément dans sa poitrine. Elle entendit l'eau couler dans la salle de bain principale pendant près d'1 heure. Clara utilisait sa baignoire sur pattes, celle qu'Élise avait fait venir d'Italie avec ses premières économies. Le parfum lointain des sels de bain à la rose s'infiltrait doucement sous la porte pour venir lui brûler les narines. Dans le couloir, les pas lourds de Colette faisaient grincer le parquet. La vieille femme réorganisait probablement les placards, jetant les affaires d'Élise pour faire de la place à la nouvelle reine des lieux. Des éclats de rire masculins résonnaient de temps en temps depuis le salon chic du rez-de-chaussée. Marc était heureux. Il célébrait sa nouvelle vie, convaincu d'avoir effacé 7 années de mariage d'un simple revers de la main. Vers 2 heures du matin, le lourd silence de la nuit finit par recouvrir la maison. Élise se leva sans faire le moindre bruit, retirant ses chaussures pour marcher en chaussettes de laine. Elle tourna doucement la clé de la serrure, libérant le pêne avec un cliquetis presque imperceptible. Le couloir était plongé dans la pénombre, faiblement éclairé par le grand lampadaire de la rue. Elle se glissa comme une ombre jusqu'au bureau de Marc, situé juste à côté du grand escalier de chêne. La porte était entr'ouverte, une négligence typique de son mari. Marc avait toujours été trop confiant, intimement persuadé que sa femme ne comprenait absolument rien aux affaires. Il laissait très souvent son ordinateur portable en veille, simplement branché sur le meuble de travail. Élise s'installa sur le grand fauteuil de direction et sortit une petite clé de stockage en métal de sa poche. L'écran s'illumina, projetant une lueur bleuâtre sur son visage aux traits impassibles. Elle connaissait le mot de passe maître depuis des mois, l'ayant facilement déduit des dates d'anniversaire de Colette et de Marc. Une ironie cruelle qui lui servait aujourd'hui de passe-partout destructeur. Les dossiers confidentiels défilèrent à toute vitesse sous ses doigts agiles. Elle copia l'intégralité des contrats des fournisseurs occultes, les bilans non déclarés et le carnet d'adresses personnelles de Marc. Chaque fichier transféré dans l'obscurité était une pierre de plus ajoutée à l'édifice minutieux de sa vengeance. À cette heure précise, la lumière grise et froide du matin inonda la grande cuisine. Élise entra avec sa valise bouclée vêtue d'un tailleur noir très sobre et d'un manteau d'hiver boutonné jusqu'en haut. Elle ne portait aucun maquillage, mais son visage affichait une sérénité troublante et glaçante. Colette préparait déjà des crêpes,
fredonnant gaiement un vieil air populaire près de la cuisinière. Clara était assise à la grande table paresseusement emmitouflée dans un luxueux plaid en cachemire qui appartenait à Élise. Marc buvait un grand jus d'orange pressé, l'air parfaitement reposé et triomphant. « Tu es encore là ?» lança Colette avec mépris, sans même daigner se retourner vers elle. « Je croyais t'avoir dit de disparaître à l'aube. » Élise ignora totalement la remarque et s'avança vers l'îlot central pour poser ses clés de maison sur le plan de travail. Le lourd trousseau métallique tinta froidement dans la pièce, suspendant un instant les bavardages insouciants. « Voici mes clés, dit-elle d'une voix parfaitement neutre. J'ai vidé mes affaires personnelles, je ne vous laisse rien de valeur. » Marc posa délicatement son verre en cristal, un sourire de pure condescendance étirant ses lèvres fines. Il tira un chéquier de la poche intérieure de sa veste de costume et griffonna rapidement un montant. Il déchira la feuille d'un coup sec et la fit glisser sur la table vers son épouse. « Prends ça, c'est pour t'aider à t'installer dans un petit studio de banlieue, déclara-t-il avec une fausse générosité écœurante. 5 000 €, c'est plus que raisonnable vu la situation actuelle. » Élise baissa les yeux sur le morceau de papier, observant l'écriture nerveuse et prétentieuse de l'homme qu'elle avait follement aimé. Il pensait acheter sa docilité avec quelques milliers d'euros lancés comme une aumône. Il ignorait que ce même compte bancaire personnel serait totalement gelé par le fisc dans moins de 48 heures. « Garde ton argent, Marc, » murmura-t-elle en repoussant doucement le chèque du bout de l'index. Tu vas en avoir grandement besoin pour payer tes frais de justice. Une brève lueur d'incompréhension traversa le regard hautain du jeune entrepreneur. Clara cessa de mâcher sa tartine, jetant un œil inquiet et fuyant vers son riche amant. Même Colette arrêta de battre sa pâte liquide, soudain profondément méfiante devant cette réponse étrangement posée. « Ne fais pas ta fière, ma fille » cracha la vieille femme en pointant sa spatule beurrée dans sa direction. « Dans 3 petits jours, tu pleureras pour qu'on t'aide à payer tes simples courses. » Élise laissa échapper un sourire microscopique, presque indulgent, qui refroidit instantanément l'atmosphère douillette de la cuisine. Elle saisit fermement la poignée télescopique de sa valise et se dirigea vers la grande porte d'entrée. Avant de franchir le seuil, elle s'arrêta net et se tourna une toute dernière fois vers la nouvelle famille parfaite. Son regard acéré croisa celui de Clara, la maîtresse naïve qui caressait pensivement son ventre encore plat. « Prends bien soin de ce magnifique canapé en cuir jaune du salon, Clara », lança Élise avec une douceur franchement terrifiante. « Il est très difficile à déplacer, surtout quand les huissiers de justice viennent y faire l'inventaire des saisies. » Elle sortit sans rajouter un seul mot, tirant sa valise sur le parvis extérieur. Le claquement lourd de la porte d'entrée résonna comme une sentence définitive dans la maison subitement plongée dans un silence de mort. Sur la petite table basse du salon, soigneusement dissimulée sous une pile de magazines de décoration, Élise avait laissé un cadeau de départ, une copie parfaitement lisible d'un document compromettant destiné à détruire la seule chose que Marc aimait plus que lui-même. Le lourd silence de la maison semblait soudain peser des tonnes. Marc fixa la porte d'entrée fermée, une veine palpitant doucement sur sa tempe. Les derniers mots de son ancienne épouse flottèrent dans l'air comme une menace toxique. Il secoua la tête pour chasser cette sensation désagréable. Élise bluffait, elle avait toujours été une femme effacée et incapable de faire des vagues. Il se tourna vers sa mère avec un sourire forcé. « Elle essaie juste de nous faire peur », lança-t-il d'un ton faussement léger. « Elle n'a ni les moyens ni l'intelligence de s'en prendre à moi. » Colette hocha la tête, essuyant nerveusement ses mains sur son tablier à fleurs. Pourtant, le venin distillé par Élise avait déjà commencé à faire son effet. La vieille femme jeta un regard inquiet vers le salon somptueux. Clara n'avait rien dit depuis le départ de sa rivale. Elle marcha lentement vers le grand canapé en cuir jaune, les bras croisés sur sa poitrine. La jeune femme frissonnait malgré la chaleur douce du chauffage par le sol. Elle s'assit lourdement, le regard vide, cherchant une distraction pour calmer son angoisse naissante. Ses doigts manucurés attrapèrent le premier magazine de décoration posé sur la table basse en verre trempé. En soulevant la luxueuse revue, une feuille de papier blanc glissa silencieusement sur le tapis. Clara se pencha pour ramasser le document froissé. Ce n'était pas une publicité brillante, ni une simple facture oubliée. L'entête austère portait le nom du cabinet de gestion de patrimoine de la famille de Marc. Elle parcourut les premières lignes, fronçant ses sourcils parfaitement dessinés. Les termes financiers lui échappaient en grande partie, mais un détail attira immédiatement son attention. Il s'agissait d'une reconnaissance de dette personnelle absolument colossale. Le montant écrit noir sur blanc lui donna instantanément la nausée. Marc avait emprunté plus de 300 000 € à des créanciers privés très douteux. Et pour garantir cet emprunt caché, il avait utilisé la maison de sa propre mère comme caution solidaire. Un silence glacial enveloppa Clara. Elle relut la dernière phrase pour s'assurer qu'elle avait bien compris l'horreur de la situation. En cas de défaut de paiement de Marc, Colette perdrait absolument tout ce qu'elle possédait au monde. « Qu'est-ce que tu lis de si intéressant, ma chérie ?»
demanda Marc depuis la cuisine, faisant couler joyeusement un autre café. La voix de son amant semblait soudain lointaine, presque étrangère. Clara leva les yeux vers lui, la feuille tremblant légèrement au bout de ses doigts pâles. Elle regarda ensuite Colette, qui s'approchait du salon avec une éponge humide à la main. « Marc » murmura Clara d'une voix étranglée. « Qu'est-ce que c'est que ce papier ?» L'homme d'affaires s'avança avec nonchalance, sa tasse fumante à la main droite. Lorsqu'il reconnut le papier posé sur les genoux de sa maîtresse, son visage se décomposa instantanément. Son teint devint aussi gris que les cendres froides de la cheminée du salon. Il lâcha sa tasse qui se fracassa sur le sol avec un bruit assourdissant. Le liquide noir éclaboussa le mur immaculé et tacha irrémédiablement le bas du pantalon de Colette. Mais personne ne prêta la moindre attention à ce désastre ménager. « Donne-moi ça tout de suite !» hurla Marc en se jetant presque sur la jeune femme. Mais Colette fut beaucoup plus rapide que lui. L'instinct maternel de protection avait laissé place à une méfiance féroce et animale. Elle arracha le document des mains de Clara avant que son fils ne puisse l'atteindre. La vieille femme ajusta ses lunettes de vue sur son nez fin. Ses yeux balayèrent les lignes imprimées avec une rapidité affolante. Son souffle se coupa brutalement dans sa poitrine. La trahison ne venait pas d'Élise, elle venait de son propre sang. Marc avait secrètement hypothéqué la petite maison provinciale où elle espérait finir ses vieux jours paisiblement. Il l'avait lâchement sacrifiée pour maintenir l'illusion de son train de vie luxueux. « Tu as gagé ma maison ?» souffla Colette, la voix brisée par un mélange d'incompréhension et de terreur pure. « Le toit sous lequel ton propre père a rendu son dernier souffle ? Maman, je peux tout expliquer, bégaya-t-il en reculant d'un pas mal assuré. C'était juste une garantie temporaire pour obtenir des liquidités. Mon entreprise allait rebondir très rapidement. » Le visage de la vieille femme se crispa sous le coup d'une douleur fulgurante. Toutes ces années, elle avait méprisé Élise, persuadée que cette bru roturière profitait de la richesse de son brillant fils. La vérité venait de la frapper en plein visage avec une violence inouïe. Clara recula sur le canapé jaune, serrant instinctivement ses bras autour de son ventre encore plat. Le merveilleux conte de fées s'effondrait sous ses yeux en quelques courtes secondes. L'homme riche et protecteur qu'elle pensait avoir séduit n'était en réalité qu'un menteur criblé de dettes alarmantes. Elle regarda le beau lustre en cristal au-dessus de sa tête, réalisant que rien de tout cela n'appartenait vraiment à son amant. Son rêve de mener une vie de bourgeoise oisive s'évaporait misérablement. Il laissait place à l'angoisse oppressante des huissiers, des disputes constantes et de la ruine financière. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Élise s'installait confortablement à la terrasse d'un charmant café de quartier. Elle commanda un simple thé noir au serveur souriant. L'air frais de ce matin d'hiver n'avait jamais été aussi doux et pur sur son visage fatigué. Elle sortit son téléphone et le posa délicatement sur la table ronde en métal. Elle savait exactement ce qui se jouait dans le grand salon de son ancienne demeure à cet instant précis. Les fondations de leur arrogante petite famille étaient en train de se désintégrer sous le poids monstrueux du mensonge. Élise ouvrit doucement son application de messagerie professionnelle. Il était grand temps de passer à la deuxième étape de son plan minutieux. La destruction interne avait commencé, mais la pression extérieure devait maintenant faire son œuvre avec brutalité. Elle sélectionna avec un soin infini le contact du principal investisseur de Marc, un homme d'affaires intransigeant et redoutable. Elle joignit le fichier confidentiel contenant la double comptabilité frauduleuse de son futur ex-mari. Un simple appui sur le bouton d'envoi scella définitivement le destin de l'entreprise. Le message disparut dans les méandres du réseau, invisible et pourtant mortellement efficace. Élise porta sa tasse de thé fumant à ses lèvres, savourant la douce amertume du breuvage. La vengeance ne se criait jamais dans une cuisine. Elle se dégustait dans le silence absolu de la victoire. Son téléphone vibra soudainement sur la table, glissant légèrement sur le métal froid. Ce n'était pas Marc. Il était sans doute trop occupé à ramasser les morceaux de sa dignité devant sa mère effondrée. C'était une notification d'un ancien collègue de l'entreprise de son mari. Élise plissa les yeux et ouvrit le court message avec une lenteur calculée. Le texte annonçait qu'une réunion d'urgence venait d'être convoquée par les actionnaires majeurs de la société. La chute de Marc allait être beaucoup plus rapide et publiquement humiliante qu'elle ne l'avait imaginé. Le téléphone de Marc vibra frénétiquement dans la poche de son pantalon gris clair. La sonnerie stridente déchira l'atmosphère déjà lourde et irrespirable du grand salon immaculé. Il sursauta violemment, jetant un regard paniqué vers l'écran lumineux. Le nom de son principal investisseur s'affichait en lettres majuscules clignotantes. Marc déglutit difficilement, la gorge soudain aussi sèche que du papier de verre rugueux. Il regarda sa mère, toujours effondrée sur la chaise en velours de la salle à manger. Colette pleurait silencieusement, ses larmes creusant des sillons brillants sur ses joues époudrées. Elle tenait fermement le document financier contre sa poitrine, comme si ce geste inutile pouvait effacer la dette écrasante.
Clara, quant à elle, mordillait nerveusement l'ongle de son pouce parfaitement manucuré. « Je dois répondre » murmura Marc d'une voix rauque et tremblante. « C'est le bureau, c'est une urgence absolue. » Il tourna les talons sans attendre de réponse, fuyant lâchement le regard accusateur de sa propre mère. Il s'enferma dans les minuscules toilettes du rez-de-chaussée pour décrocher l'appel. L'espace exigu sentait encore le doux parfum de lavande qu'Élise vaporisait soigneusement chaque matin. Dès qu'il porta l'appareil à son oreille, un torrent de paroles glaciales se déversa dans le haut-parleur. Son interlocuteur ne lui laissa pas prononcer la moindre syllabe pour se défendre ou s'expliquer. La réunion extraordinaire du conseil d'administration venait de commencer sans lui, actant déjà sa fin. Marc raccrocha précipitamment, les mains moites, la sueur froide coulant le long de sa nuque tendue. Son empire de mensonges ne s'effritait plus lentement, il explosait brutalement en plein vol. Il attrapa les clés de son lourd véhicule tout-terrain et quitta sa propre maison en trombe. Le trajet jusqu'au quartier d'affaires dura près de 40 minutes. Ce fut une éternité passée à chercher frénétiquement une excuse plausible à donner à ses collaborateurs. Il brûla 2 feux rouges successifs, les paumes glissant sur le cuir coûteux de son volant de direction. Marc gara sa luxueuse voiture sur l'emplacement strictement réservé à la présidence. Il rajusta nerveusement le col rigide de sa chemise blanche, cherchant désespérément à retrouver son arrogance naturelle. Il espérait encore secrètement pouvoir sauver les apparences devant son équipe. En sortant de l'ascenseur au 5e étage, un silence de plomb l'accueillit dans les vastes locaux vitrés. Ses nombreux employés gardaient tous les yeux baissés et fixés sur leurs écrans d'ordinateur. L'ambiance était lourde, chargée de ce malaise poisseux, typique des jours de grands licenciements. La double porte de la grande salle de conférence était grande ouverte tout au bout du couloir moquetté. Autour de la longue table ovale en noyer massif, 5 hommes en costume sombre l'attendaient dans un silence de mort. Au centre trônait un épais dossier rouge, celui-là même que Marc gardait habituellement caché sous clé. Il s'avança péniblement, sentant ses jambes trembler et se dérober sous son propre poids. Le doyen du conseil d'administration croisa lentement ses mains tachetées devant lui. Son regard ridé exprimait un dégoût profond, total et véritablement sans appel. « Prenez vos affaires personnelles, Marc », ordonna l'homme grisonnant d'un ton sec et définitif. « Les services de sécurité privée vous escorteront vers la sortie dans 10 petites minutes. » L'humiliation publique brûla le visage du jeune entrepreneur, colorant ses pommettes saillantes d'un rouge écarlate. Il tenta vainement d'ouvrir la bouche, d'invoquer une grossière erreur informatique, mais les mots restèrent coincés dans sa trachée. Le président poussa simplement une grosse liasse de feuilles froissées vers le bord de la table vernie. Il s'agissait des relevés bancaires cryptés et des fausses factures des fournisseurs fantômes. Élise n'avait pas seulement envoyé les simples preuves de ses détournements financiers. Elle avait minutieusement surligné chaque transaction frauduleuse avec un feutre jaune éclatant, rendant la lecture enfantine pour les auditeurs externes. La brigade financière de la police a déjà été alertée de vos manipulations comptables honteuses, ajouta l'investisseur d'une voix implacable. Nous déposons une plainte formelle au nom de la société dès le début de cet après-midi. Marc recula d'un grand pas trébuchant, le souffle totalement coupé par la violence de l'annonce. La ruine professionnelle totale n'était que le tout début de son véritable cauchemar. Sans ses confortables revenus de directeur, il lui était strictement impossible de rembourser les sinistres créanciers qui menaçaient le petit pavillon familial. Pendant que Marc ramassait piteusement les stylos et les cadres photos de son ancien bureau, sous le regard méprisant d'un vigile massif, Élise marchait tranquillement. Elle flânait dans un riche quartier résidentiel très éloigné du centre des affaires. Elle tenait un élégant sac en papier craft provenant d'une très célèbre pâtisserie parisienne. Son beau tailleur noir flottait légèrement au rythme de ses pas mesurés et incroyablement confiants. Elle s'arrêta enfin devant un magnifique immeuble ancien au balcon en fer forgé, véritablement impeccable. Elle chercha un nom bien précis sur la plaque dorée des interphones près de la lourde porte en chêne massif. Son petit doigt pressa fermement le bouton cuivré et rond. La voix féminine qui répondit grésilla légèrement à travers le vieux haut-parleur incrusté dans le mur de pierre. Élise se présenta avec une politesse exquise, son ton doux ne trahissant absolument aucune animosité. Le déclic métallique de la serrure retentit presque immédiatement dans la rue calme. Élise monta les 3 étages à pied, refusant délibérément de prendre le minuscule ascenseur capitonné de velours rouge sang. Arrivée sur le palier silencieux, une belle porte blanche était déjà grande ouverte. Une odeur délicate de cire d'abeille et de fleurs fraîches s'échappait de l'appartement bourgeois. Une femme d'une 60aine d'années l'attendait poliment sur le pas de la porte, l'air à la fois curieux et vaguement inquiet. C'était la mère de Clara, une femme stricte, rigide et terriblement soucieuse de sa réputation sociale.
La vieille dame pensait sincèrement que sa fille chérie filait le parfait amour avec un riche chef d'entreprise célibataire et respectable. Elle ignorait absolument tout du scandale de l'existence d'une épouse légitime jetée à la rue la veille. « Madame, entrez, je vous en prie », dit la maîtresse de maison en s'écartant gracieusement pour la laisser passer. « Vous m'avez dit au téléphone que votre visite urgente concernait l'avenir de ma fille. » Élise posa délicatement la jolie boîte de macarons colorée sur la petite console de l'entrée. Elle retira ses fins gants en cuir noir avec une lenteur extrêmement calculée, observant chaque détail luxueux du grand salon lumineux. L'heure de détruire le conte de fées de la jeune maîtresse arrogante venait officiellement de sonner. « Je suis la femme de Marc », annonça Élise d'une voix si douce qu'elle en devenait physiquement terrifiante. « Et je crains de devoir vous informer que votre fille s'installe avec un délinquant ruiné, perclus de dettes immenses, qui sera bientôt incarcéré. » La tasse de thé en porcelaine fine trembla très violemment dans les mains manucurées de la mère de Clara. Le liquide brûlant renversa quelques gouttes sur la nappe immaculée. Élise s'installa confortablement dans le beau canapé en velours grenat, croisant élégamment ses longues jambes. Elle sortit ensuite doucement de son luxueux sac à main une simple enveloppe blanche. Le papier épais contenait une preuve médicale très compromettante concernant la prétendue grossesse de Clara. Un terrible secret que même Marc ignorait encore et qui allait pulvériser le reste de leur misérable existence. Le silence régnait dans le grand salon bourgeois de Madame Dubois. La mère de Clara fixait l'enveloppe immaculée posée sur la table basse en verre avec une appréhension grandissante. La respiration de la vieille dame s'était soudainement accélérée, troublant le calme plat de la grande pièce. Élise gardait une posture parfaitement droite sur le canapé en velours grenat. Elle savourait intérieurement la panique sourde qui envahissait lentement son interlocutrice mondaine. Chaque seconde de silence ajoutait un poids psychologique écrasant à la vérité imminente. « Lisez ce document médical, madame », murmura Élise avec une douceur totalement implacable. « Vous comprendrez vite pourquoi le beau mariage princier de votre fille n'aura absolument jamais lieu. » Les mains fortement tremblantes, la mère de Clara déchira délicatement le rabat de l'enveloppe épaisse. Elle en sortit un rapport clinique officiel datant de près de 4 ans. L'entête bleutée appartenait à une très célèbre clinique privée spécialisée dans les troubles gynécologiques lourds. Les yeux clairs et fatigués de la vieille dame parcoururent rapidement les lignes imprimées avec minutie. Son visage perdit instantanément toutes ses couleurs pour virer à la pâleur d'une cire froide et cadavérique. Le diagnostic médical, écrit noir sur blanc, ne laissait absolument aucune place au moindre doute. Clara souffrait d'une stérilité totale et irréversible depuis sa plus tendre jeunesse. Sa prétendue grossesse merveilleuse, annoncée avec tant d'arrogance à Marc et à Colette, n'était qu'une gigantesque mascarade. C'était un mensonge abject, fabriqué de toutes pièces pour forcer l'engagement d'un homme jugé très fortuné. « C'est totalement impossible », balbutia Madame Dubois en lâchant la feuille de papier sur la table ronde. « Clara m'a montré les premières échographies la semaine dernière. Des images basiques achetées quelques dizaines d'euros sur un site internet, corrigea calmement Élise en lissant le tissu de sa jupe. Votre fille a tissé une grande toile de mensonges pour s'assurer une vie luxueuse et oisive sans le moindre effort. » Un long frisson glacial traversa le dos raide de la maîtresse de maison. Son honneur familial et sa très précieuse réputation mondaine menaçaient de s'effondrer dans un scandale public épouvantable. La honte cinglante l'étouffait déjà, serrant sa gorge sèche comme un étau d'acier forgé. Marc vient d'être licencié pour fraude financière massive. Continua Élise d'un ton monocorde et particulièrement informatif. Il doit des centaines de milliers d'euros à des individus extrêmement dangereux et peu recommandables. Elle inclina légèrement la tête, fixant la vieille femme décomposée avec une insistance presque hypnotique. « Si j'étais vous, j'irais récupérer ma fille chérie sans perdre une seule minute. Les créanciers furieux de mon futur ex-mari n'ont pas la grande réputation d'être des gens polis, doux et patients. » Pendant ce temps, dans la grande maison de banlieue de Marc, l'atmosphère était devenue totalement irrespirable et chargée en électricité. Clara faisait les 100 pas dans le vaste salon lumineux, rongeant nerveusement le vernis de ses ongles écaillés. Le lourd silence de la belle demeure n'était troublé que par les reniflements pitoyables de Colette. La vieille belle-mère pleurait silencieusement dans la cuisine moderne, assise devant sa tasse de café devenue complètement glaciale. Elle ne cessait de relire la terrible reconnaissance de dette qui condamnait sa propre petite maison à la saisie immobilière. Le rêve de la belle famille parfaite et reconstituée s'était brutalement transformé en un piège mortel et sans issue. Le crissement brutal et strident des pneus sur les graviers de l'allée fit sursauter violemment les deux femmes angoissées. La lourde porte d'entrée s'ouvrit avec une violence inouïe, heurtant lourdement le mur blanc du vestibule. Marc apparut dans l'encadrement, le visage totalement défait et la cravate tristement dénouée sur sa poitrine haletante.
Il jeta ses lourdes clés de voiture sur la console en bois avec un geste de rage impuissante. Ses yeux fatigués et cernés de rouge balayèrent le salon luxueux, s'arrêtant un court instant sur le canapé en cuir jaune. Tout ce confort matériel arrogant lui semblait soudain être une illusion cruelle, lointaine et profondément amère. « Marc, mon grand amour !» s'exclama Clara en courant vers lui avec un soulagement faussement naïf. « Que s'est-il passé de si grave à ton bureau ce matin ?» L'homme repoussa doucement la jeune maîtresse, soudainement incapable de supporter le moindre contact physique avec elle. Son petit monde de puissance s'était désintégré en quelques courtes heures et il n'avait même plus la force de simuler la confiance. « C'est définitivement terminé, souffla-t-il d'une voix brisée qui résonna lugubrement dans l'immense pièce subitement vide. Ils ont absolument tout découvert sur mes comptes cachés, je suis complètement ruiné et banni. Colette apparut lentement à l'entrée du salon, son tablier fleuri froissé et ses épaules voûtées par le désespoir absolu. Elle regarda son fils unique avec un mépris si profond et viscéral qu'il lui transperça le cœur. L'admiration aveugle et inconditionnelle qu'elle lui portait depuis le jour de sa naissance venait de disparaître à tout jamais. Avant que Marc ne puisse balbutier la moindre excuse pathétique, la sonnette de la porte d'entrée retentit furieusement. Des coups violents et précipités résonnèrent fortement contre le lourd bois massif de la façade. Quelqu'un exigeait d'entrer immédiatement, sans laisser le moindre petit répit aux occupants déjà abattus par le destin. Marc frissonna de la tête aux pieds, imaginant déjà la redoutable police financière ou les gros bras de ses créanciers occultes. Il tourna lentement la poignée dorée, le ventre durement noué par une terreur froide et poisseuse. Mais ce ne fut ni un inspecteur de police ni un voyou de quartier qui fit irruption dans le grand vestibule lumineux. Madame Dubois entra comme un véritable ouragan de colère, le visage tordu par une fureur aristocratique purement terrifiante. Elle balaya Marc d'un regard chargé d'un dégoût infini avant de pointer un doigt accusateur et tremblant vers sa propre fille. Clara recula d'un grand pas trébuchant, devenant soudainement aussi blême qu'un linge fraîchement lavé. « Prends tes affaires tout de suite !» hurla la vieille dame mondaine sans se soucier du moindre décorum habituel. « Nous quittons cette horrible maison maudite à l'instant même. » Clara écarquilla ses grands yeux clairs, tentant très maladroitement de cacher son malaise physique grandissant. Elle regarda Marc avec un désespoir factice, espérant une intervention masculine et héroïque de sa part. Mais son riche amant resta bêtement planté comme une statue de sel, totalement vidée de sa substance et de sa fierté. « Maman, je t'en supplie, calme-toi » bredouilla la jeune femme d'une voix particulièrement chevrotante. « Pense au bébé, ce stress immense est très mauvais pour ma nouvelle grossesse. » Ce fut l'excuse mensongère de trop pour la vieille dame trahie et humiliée. Madame Dubois laissa échapper un rire bref, sec et totalement dépourvu de la moindre chaleur humaine. Elle fouilla nerveusement dans son luxueux sac à main en cuir et en sortit la terrible feuille médicale remise par Élise. Elle jeta le lourd document froissé directement au visage de sa fille avec un geste théâtral, violent et implacable. « Quel merveilleux bébé, espèce d'idiote finie !» cracha la mère de Clara avec une méchanceté cinglante qui figea le sang de tout le monde. « Tu es médicalement incapable d'avoir le moindre enfant depuis l'âge de tes 20 ans. » Le temps sembla soudain cesser de s'écouler dans le grand salon de la luxueuse demeure familiale. Les mots cruels résonnèrent en boucle dans l'esprit totalement embrumé de Marc, heurtant violemment ses toutes dernières certitudes d'homme viril. Il baissa très lentement les yeux vers le papier blanc tombé tristement sur le beau parquet en chêne clair. Colette porta ses deux vieilles mains tremblantes à sa bouche ridée pour étouffer un long cri d'horreur absolue. La belle fille parfaite et idéale qu'elle venait tout juste d'accueillir sous son toit n'était qu'une vulgaire manipulatrice menteuse. Elle avait chassé Élise, la seule femme digne et honnête de leur entourage, pour installer une usurpatrice sans aucun scrupule moral. La vieille femme s'effondra lourdement sur la première marche de l'escalier en bois verni, la respiration courte et sifflante. Elle réalisait avec une clarté foudroyante que la chute vertigineuse de sa famille était totale, honteuse et irrémédiable. Son fils chéri, ce prétendu brillant homme d'affaires accompli, n'était finalement qu'un pauvre idiot crédule doublé d'un escroc pitoyable. Marc ramassa le rapport clinique avec une lenteur extrême, ses longs doigts effleurant les termes médicaux froids et accusateurs. La vérité crue et aveuglante lui brûla les yeux et acheva de calciner son ego démesuré déjà réduit en cendres fumantes. Il avait détruit son long mariage de 7 années pour l'illusion toxique d'une paternité qui n'existerait absolument jamais. Clara pleurait désormais à chaudes larmes, le mascara noir coulant misérablement sur ses joues, soudainement blêmes et creusées. Elle tenta piteusement de s'approcher de Marc pour s'accrocher désespérément à la manche de sa chemise débraillée.
Il la repoussa avec un geste d'une brutalité sourde et dégoûtée, reculant d'un grand pas pour s'éloigner d'elle. « Ne me touche plus jamais !» grogna-t-il d'une voix caverneuse et chargée d'une haine féroce et profondément animale. « Sors immédiatement de chez moi, avant que je ne perde définitivement la raison. » La mère de Clara attrapa fermement le bras frêle de sa fille en pleurs, la tirant sans aucun ménagement vers la sortie grande ouverte. Le claquement lourd et résonnant de la porte d'entrée marqua la fin définitive de leur misérable et pathétique idylle adultère. Marc se retrouva totalement seul avec sa propre mère en larmes, prisonnier d'une grande maison qui devenait rapidement son tombeau financier et moral. Son luxueux téléphone portable vibra discrètement au fond de la poche de son pantalon gris froissé. C'était une simple notification de message texte provenant de son épouse légitime, contenant une seule courte phrase particulièrement tranchante. Cette ultime provocation intellectuelle allait définitivement pousser Marc au bord d'un précipice psychologique sans aucun fond. Marc tenait son téléphone d'une main tremblante, le souffle court. L'écran lumineux projetait une lueur blafarde sur son visage décomposé par la panique. Le message de son épouse tenait en 2 phrases extrêmement simples. « J'ai fait transférer ta véritable adresse personnelle à tes gentils créanciers privés. Ils viennent tout juste de garer leur voiture noire devant le grand portail en fer forgé. » Le sang de Marc se glaça instantanément dans ses veines. Il lâcha l'appareil qui rebondit lourdement sur l'épais tapis du salon bourgeois. Il se précipita vers la grande baie vitrée, trébuchant presque sur la belle table basse en verre trempé. À travers les fins voilages blancs, il aperçut effectivement un imposant véhicule sombre stationné dans la petite rue résidentielle. 2 hommes aux carrures massives n'en descendaient, calmement vêtus de manteaux longs et lugubres. Ils ne ressemblaient absolument pas à de courtois banquiers venus négocier un simple rééchelonnement de dettes. « Qui est là, mon fils ?» murmura Colette d'une voix brisée en reniflant pitoyablement sur les premières marches de l'escalier. Marc ne répondit pas, la gorge nouée par une terreur primitive et paralysante. Il recula d'un grand pas saccadé, cherchant désespérément une petite issue de secours dans sa propre maison. Mais les murs de sa splendide prison, dorés, semblaient soudainement se refermer sur lui pour l'étouffer. Le carillon de la porte d'entrée retentit avec une douceur qui jurait atrocement avec la gravité de la situation. Les 2 hommes n'avaient même pas pris la peine de sonner au grand portail extérieur. Ils avaient simplement enjambé la clôture basse avec une agilité et une facilité déconcertantes. Colette se leva péniblement, s'essuyant les yeux rougis avec le dos de sa main ridée. Elle voulait bêtement s'approcher de l'entrée, ignorant totalement le danger mortel qui se tenait de l'autre côté de la porte. Marc bondit vers elle et l'attrapa violemment par le bras pour la repousser vers l'arrière du couloir. « Reste caché et ne dis pas un seul mot », lui ordonna-t-il dans un souffle rauque, frôlant la pure crise de nerfs. « Monte vite dans la salle de bain et ferme la porte à double tour. » L'autorité désespérée de son fils fit frissonner la vieille femme de la tête aux pieds. Elle comprit immédiatement que la menace n'avait plus rien d'une banale dispute familiale ou d'un petit problème financier. Elle grimpa les grandes marches en chaîne le plus vite que ses chevilles douloureuses le lui permettaient. Des coups lourds et sourds ébranlèrent soudain la façade, faisant vibrer les nombreux cadres photos accrochés dans le beau vestibule. Les visiteurs indésirables perdaient déjà le peu de patience diplomatique qu'ils avaient apporté avec eux. Marc tourna lentement la poignée dorée, le front perlé d'une sueur abondante et véritablement glacée. Dès que le lourd battant s'entr'ouvrit, une grande main gantée de cuir noir poussa violemment le bois vers l'intérieur. Marc fut durement projeté en arrière, son dos heurtant la petite console décorative de l'entrée. Le luxueux vase en cristal vacilla dangereusement avant de s'écraser au sol en 1000 morceaux étincelants. Les 2 hommes pénétrèrent dans la grande maison avec l'assurance écrasante de propriétaires inspectant leur nouveau domaine. Le plus âgé des 2 referma calmement la porte derrière lui, tournant délicatement la clé pour s'assurer de ne pas être dérangé. Il retira ensuite ses gants avec une lenteur calculée, fixant le jeune entrepreneur terrorisé. « Monsieur Marc ?» murmura l'intrus d'une voix grave et rocailleuse qui résonna lugubrement dans le grand hall silencieux. « Vous avez étrangement oublié de répondre à nos très nombreux appels téléphoniques depuis 3 longues semaines. » « Je peux tout vous rembourser », bégaya misérablement Marc en levant les mains tremblantes devant lui pour se protéger. « J'ai juste besoin d'un délai supplémentaire de quelques jours pour débloquer mes précieux fonds de garantie. » L'homme esquissa un sourire terrifiant et carnassier, révélant des dents jaunies par des années de tabac froid. Il avança d'un pas lourd vers le grand salon immaculé, ses chaussures sales marquant délibérément l'épais tapis clair. Son acolyte resta sagement planté près de la porte, croisant ses bras très musclés sur sa large poitrine. « Votre chère épouse nous a fait parvenir un petit dossier financier extrêmement détaillé ce matin », déclara le créancier en caressant le cuir jaune du canapé. « Nous savons absolument tout de votre récent licenciement catastrophique et honteux. Vous n'avez plus le moindre centime sur vos nombreux comptes bancaires. » Marc sentit le sol se dérober brutalement sous ses pieds vacillants.
Élise n'avait pas seulement prévenu la brigade financière et la direction de son entreprise. Elle avait soigneusement orienté la pègre locale directement vers sa gorge, lui coupant toutes ses pitoyables voies de fuite. Pendant ce temps, à l'autre bout de la grande ville, Élise pénétrait dans un luxueux cabinet d'avocats aux boiseries sombres. Maître Rousseau, son redoutable conseiller aux tempes grisonnantes, l'accueillit avec un sourire sincère et profondément respectueux. Il lui désigna l'élégant fauteuil en cuir noir situé de l'autre côté de son immense bureau, parfaitement ordonné. « Vos instructions directes ont été suivies à la lettre, chère madame », annonça l'homme de loi en ouvrant un lourd dossier cartonné. « La procédure de saisie immobilière sur la petite maison de votre belle-mère est désormais officiellement enclenchée par les huissiers. » Élise retira son beau manteau d'hiver et s'installa très confortablement. Elle croisa ses longues jambes, son visage parfait, ne trahissant absolument aucune émotion superflue ou déplacée. La véritable vengeance exigeait une grande rigueur mathématique et un sang-froid de tous les instants. « Et concernant les anciens comptes conjoints de notre cher mariage ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mélodieuse et parfaitement posée. « Tout a été vidé et transféré légalement sur votre compte personnel et sécurisé », confirma maître Rousseau en ajustant ses fines lunettes de vue. « Puisque les fonds provenaient exclusivement de vos longues nuits de travail et de vos héritages familiaux, la justice civile vous donnera entièrement raison. » Élise hocha lentement la tête, savourant en silence cette formidable victoire intellectuelle, froide et implacable. Marc s'était cru intouchable et supérieur en mettant le titre de propriété de leur belle demeure à son seul nom. Il avait royalement oublié que l'origine des fonds déterminait le véritable et unique propriétaire légal devant un tribunal. La loi était complexe, rigide et terriblement précise. Exactement comme l'esprit affûté d'Élise depuis le terrible jour où elle avait découvert l'infidélité misérable de son propre mari. Elle avait patiemment attendu que cet arrogant imbécile signe lui-même l'arrêt de mort de sa propre petite famille. Dans le grand salon, désormais saccagé, le créancier saisit brutalement Marc par le col froissé de sa chemise blanche. Il le souleva presque de terre avec une force bestiale, l'obligeant à le regarder directement dans ses yeux sombres. L'odeur rance de tabac et de cuir usé donna une forte nausée au jeune homme complètement effondré. « Nous allons procéder à un petit inventaire de vos misérables biens de grande valeur », cracha l'homme de main avec une violence contenue. « Et si la somme ne couvre pas l'intégralité de votre lourde dette accumulée, nous irons rendre une petite visite de courtoisie à la personne qui se cache à l'étage. » Un cri aigu et étouffé résonna soudainement tout en haut du grand escalier de chêne massif. Colette, incapable de maîtriser sa propre peur atroce, venait bêtement de trahir sa présence dans la maison. Le regard sombre et particulièrement vicieux du créancier se tourna immédiatement vers la source du petit bruit désespéré. Le lourd silence du salon fut brusquement brisé par le grincement sinistre de l'escalier en chêne. Le créancier le plus âgé relâcha le col de Marc, laissant l'homme d'affaires s'effondrer pitoyablement sur le tapis. Un sourire cruel étira les lèvres du voyou alors qu'il levait les yeux vers l'étage de la demeure. « Va chercher la dame », murmura l'homme à son complice silencieux. « Nous allons avoir une petite discussion de famille. » Marc resta au sol, totalement tétanisé par une terreur lâche et profondément misérable. Il ne tenta même pas de se relever pour essayer de protéger sa propre mère. Des pas lourds résonnèrent sur les marches, suivis d'un cri étouffé de panique pure et absolue. Colette fut traînée dans l'escalier sans aucun ménagement, son tablier fleuri déchiré au niveau de l'épaule droite. L'homme de main la poussa rudement dans un grand fauteuil où elle s'affaissa en pleurs. La femme fière et arrogante qui avait chassé Élise la veille n'était plus qu'une ombre terrifiée et pitoyable. Ses mains tremblaient tellement que ses nombreux bracelets en or cliquetèrent violemment les uns contre les autres. Ce fut d'ailleurs ce petit son métallique qui attira l'attention acérée du chef des créanciers. « De bien beaux bijoux pour une simple retraitée de province », nota l'homme en s'approchant avec une lenteur calculée. Il tendit sa grande main calleuse, la paume grande ouverte, la attendant dans un silence de plomb extrêmement oppressant. Colette regarda son fils avec des yeux suppliants, espérant un ultime sursaut de bravoure masculine et filiale. Mais Marc détourna pitoyablement le regard, fixant honteusement le cuir jaune de son luxueux canapé. La trahison fut silencieuse, absolue et totalement dévastatrice pour la vieille mère décomposée. Elle comprit que son fils adoré la laisserait se faire dépouiller sans broncher pour sauver sa propre peau. Avec des gestes lents et particulièrement maladroits, elle détacha ses bracelets en or et les posa dans la main tendue. « Le collier de perles également, madame », ordonna le créancier avec une politesse purement glaciale. « Chaque centime compte quand on doit plus de 300 000 € à mes généreux employeurs. » Colette décrocha son lourd bijou de famille, les larmes brûlant douloureusement ses joues profondément ridées. L'humiliation était immense, totale, écrasant son vieux cœur orgueilleux sous le poids monstrueux d'une réalité insoutenable. Les deux hommes dénichèrent et confisquèrent méthodiquement
tous les petits objets de grande valeur du grand salon. Les montres de luxe de marque, l'argenterie fine, le matériel informatique coûteux, tout fut entassé sans un seul mot. Ils opéraient avec la précision froide de déménageurs professionnels, ignorant superbement les sanglots étouffés de la vieille femme. Pendant ce temps, Élise quittait le cabinet de son avocat, marchant lentement dans l'air vif de cette froide journée d'hiver. Les grandes rues parisiennes étaient agitées, mais elle ressentait une paix intérieure profonde, un calme véritablement absolu. Son téléphone sonna doucement dans son grand sac en cuir, brisant sa méditation silencieuse. Elle décrocha sans même regarder l'écran lumineux, reconnaissant la sonnerie spécifique de ses alertes immobilières personnelles. C'était le directeur d'une agence privée de recouvrement qu'elle avait très discrètement mandaté le mois précédent. L'homme l'informait que la lourde procédure légale contre son mari venait de franchir une nouvelle étape cruciale. La belle maison est désormais entièrement gelée par les autorités bancaires de l'État, annonça la voix lointaine. Personne ne peut plus la vendre ni l'utiliser comme garantie financière d'aucune sorte. Bien, parfait, répondit simplement Élise avec un léger sourire victorieux sur ses lèvres parfaitement dessinées. Assurez-vous que la notification officielle soit bien remise à l'occupant avant la fin de cette longue journée. Elle raccrocha et glissa l'appareil dans la poche de son manteau, savourant le vent frais sur son beau visage. Marc se croyait invincible, protégé par des actes notariés frauduleux et de simples illusions de propriété. Il avait oublié qu'une dette fiscale monstrueuse annulait toujours les droits de propriété privée devant les tribunaux civils. De retour dans la maison dévastée, les deux créanciers s'apprêtaient enfin à quitter les lieux saccagés. Ils avaient rempli 2 grands sacs de sport avec tout ce qu'ils pouvaient transporter rapidement vers leur véhicule. Le chef s'arrêta une toute dernière fois devant Marc, toujours recroquevillé sur le tapis hors de prix. « Ce petit butin couvre à peine les pénalités de retard de votre imprudent emprunt », cracha l'homme avec un profond dégoût. « Il vous reste très exactement 48 heures pour trouver l'intégralité du reste du capital. » Il se pencha légèrement, approchant son visage mal rasé du front en sueur de l'ancien chef d'entreprise. « Si nous n'avons pas notre argent vendredi à midi, nous saisirons immédiatement la maison de votre mère, ajouta-t-il doucement, et nous veillerons personnellement à ce que sa fin de vie soit extrêmement douloureuse. » La lourde porte d'entrée claqua violemment, laissant la mère et le fils dans un silence purement sépulcral. L'immense salon semblait soudainement absurde, vidé de sa substance matérielle et de sa fausse âme bourgeoise. Colette restait figée dans son grand fauteuil, tenant sa gorge nue, où reposaient autrefois ses si précieuses perles. Marc osa enfin se redresser, les jambes flageolantes, la belle chemise trempée de sueur froide et poisseuse. Il fit un petit pas hésitant vers sa vieille mère, tendant une main misérable pour tenter de la réconforter. « Ne t'avise plus jamais de m'approcher » siffla Colette d'une voix chargée d'une haine féroce et insoupçonnée. Elle se leva avec une énergie inattendue, repoussant violemment le bras tremblant de son propre enfant. L'amour inconditionnel qu'elle lui portait depuis 35 longues années venait de s'évaporer dans l'air glacé du salon. Elle le voyait enfin tel qu'il était vraiment, un lâche parfait, un menteur maladif et un raté totalement pathétique. « Tu as secrètement hypothéqué la maison où tu as grandi, hurla-t-elle, sa voix cassée, résonnant dans le vestibule vide. Tu as laissé ces minables voyous voler les bijoux de ma propre mère sans même lever le petit doigt. Je n'avais aucun choix, maman, balbutia Marc, de grosses larmes de pitié personnelle roulant sur ses joues, soudainement très pâles. Élise m'a piégé, c'est elle qui a méticuleusement organisé tout cet enfer pour me détruire. Élise était la seule chose solide et honnête dans ta misérable existence de petit garçon gâté, rugit la vieille femme. Tu as absolument tout détruit pour une fille stérile et une illusion de grandeur totalement ridicule. » Colette lui tourna le dos avec un mépris écrasant et marcha lourdement vers l'entrée pour prendre son manteau d'hiver. Elle préférait 1000 fois affronter le froid glacial de la rue plutôt que de passer une minute de plus avec cet inconnu. Mais au moment même où sa main ridée frôlait la poignée dorée, quelqu'un frappa fortement depuis l'extérieur de la maison. Marc sursauta violemment, un sanglot de pure terreur s'échappant de sa gorge douloureusement nouée par l'angoisse. Il crut naïvement que les dangereux usuriers étaient déjà de retour pour achever leur sinistre besogne punitive. Colette, figée par la grande appréhension, ouvrit très lentement la lourde porte en bois massif. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume gris très strict, se tenait sur le parvis, tenant une épaisse sacoche en cuir. Il n'avait rien d'un voyou de quartier, mais sa présence méthodique était tout aussi destructrice pour la famille ruinée. Il sortit un document officiel frappé du grand sceau de la République de sa pochette cartonnée. « Monsieur Marc », annonça l'huissier de justice d'une voix parfaitement neutre et terriblement professionnelle. « Je suis mandaté pour vous signifier un avis d'expulsion immédiate et la saisie intégrale de cette présente propriété. » Marc sentit sa vision se troubler dangereusement, les grands murs blancs de sa belle demeure tournoyant violemment autour de lui.
Élise ne l'avait pas seulement jeté en pâture à des criminels dangereux, avides et sans aucune pitié. Elle avait minutieusement ordonné la démolition légale de la belle cage dorée dont il se croyait le maître absolu. Le document officiel tremblait légèrement dans les mains gantées de l'huissier de justice. Le lourd sceau rouge de la République brillait sous la lumière crue du grand vestibule. Marc fixait cette feuille de papier glacé comme si elle était mortellement empoisonnée. « C'est une erreur monumentale », bredouilla Marc, en reculant d'un pas particulièrement mal assuré. « Cette maison est à mon nom exclusif, mon ex-femme n'a absolument aucun droit légal dessus. » L'officier ministériel rajusta calmement ses fines lunettes sur son nez étroit. Il avait vu des centaines d'hommes arrogants s'effondrer pitoyablement dans ce genre de situation extrême. Son visage restait totalement de marbre, hermétique à la panique bourgeoise qui empestait la pièce. « La saisie n'a rien à voir avec votre récent divorce, monsieur », expliqua l'homme d'une voix neutre et monocorde. « Le tribunal a ordonné la confiscation immédiate de vos biens immobiliers pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. » Marc sentit l'air glacial quitter brutalement ses poumons brûlants. Élise n'avait pas seulement envoyé ses doubles comptabilités frauduleuses à ses anciens investisseurs privés. Elle avait méticuleusement livré l'intégralité du dossier aux redoutables inspecteurs des impôts de l'État. « Vous avez très exactement 60 minutes pour rassembler vos effets personnels de toute première nécessité. Passé ce délai extrêmement court, les serrures seront changées par le serrurier qui m'accompagne aujourd'hui. » Colette écoutait cette terrible sentence de mort financière sans verser la moindre petite larme. Ses pleurs s'étaient soudainement taris, remplacés par une haine glaciale et absolue pour l'homme qu'elle avait mis au monde. Elle se dirigea lourdement vers le grand placard de l'entrée pour récupérer son modeste sac de voyage. Elle était arrivée 2 jours plus tôt en pensant régner fièrement sur un véritable palace de banlieue chic. Elle allait repartir comme une vagabonde jetée à la rue, sans un seul toit au-dessus de sa tête blanche. « Maman, où vas-tu » implora Marc, en s'accrochant pitoyablement à la manche de son vieux manteau de laine grise. « Tu ne peux pas me laisser tout seul dans cette situation absolument infernale. » Colette se retourna avec une lenteur accablante, son visage ridé durci comme de la vieille pierre taillée. Elle regarda longuement les mains tremblantes de son fils, sa belle chemise tachée de sueur et sa posture lâche. Il n'y avait plus la moindre trace d'admiration maternelle dans ses yeux fatigués. « Ne m'appelle plus jamais maman » siffla la vieille femme avec un dégoût viscéral qui résonna dans le hall. « Je vais tenter de trouver une chambre d'hôtel miteuse avec les quelques maigres pièces qui me restent au fond des poches. » Elle ouvrit la lourde porte d'entrée et s'avança courageusement dans l'air mordant de ce rude mois d'hiver. Elle ne se retourna pas une seule fois vers son propre fils, ni vers la majestueuse demeure saisie. Sa silhouette voûtée disparut rapidement au bout de la longue allée gravillonnée. Marc se retrouva totalement seul avec l'huissier impassible et le jeune serrurier particulièrement silencieux. Le compte à rebours venait officiellement de commencer, égrenant les toutes dernières 2 minutes de son existence luxueuse. Il poussa un gémissement sourd et se précipita vers le grand escalier en bois massif. Il trébucha pitoyablement sur l'épais tapis de marche, écorchant ses genoux contre le bois dur sans même ressentir la douleur. Il s'engouffra dans sa suite parentale majestueuse, tirant frénétiquement une grande valise en cuir dessous le grand lit king size. La panique rendait ses gestes totalement chaotiques, maladroits et dénués de toute logique. Il jetait ses cherpules en cachemire, ses cravates en soie et ses costumes sur mesure en boule dans le grand sac. En fouillant sa luxueuse table de chevet pour prendre sa montre de grande valeur, il se souvint brutalement d'un détail affreux. Les violents usuriers avaient déjà confisqué absolument tout ce qui brillait dans cette immense maison maudite. Il n'avait plus rien de précieux à revendre pour pouvoir s'acheter un simple repas chaud. Soudain, son regard désespéré tomba sur un petit écrin de velours noir posé avec une grande précision au centre de son lit défait. C'était une boîte qu'il reconnaissait entre mille. Il s'agissait de l'écrin contenant la magnifique bague de fiançailles en diamant de son épouse. Lorsqu'il avait jeté Élise dehors avec une arrogance sans limite, il avait formellement exigé qu'elle laisse ce bijou précieux derrière elle. Il voulait la dépouiller de toute sa dignité, de tous ses symboles d'appartenance à son riche monde. Marc attrapa la petite boîte avec des doigts violemment tremblants, une étincelle de grand espoir s'allumant dans sa poitrine. Un diamant de cette taille pourrait largement le nourrir et le loger pendant de très longs mois d'hiver. Il ouvrit le petit couvercle avec une précipitation purement animale. Mais le doux coussin de velours sombre était désespérément vide. À la place de la pierre précieuse étincelante, un simple bout de papier plié en 4 reposait délicatement au fond de la boîte. Marc déplia le mot avec une grande difficulté, reconnaissant immédiatement l'écriture élégante et parfaitement courbée de sa brillante épouse. «
Je l'ai fait revendre très discrètement ce matin pour payer les lourds honoraires de mon excellent cabinet d'avocats. Le contrat de séparation de biens que tu m'as fait signer jadis était criblé de petites failles juridiques béantes. Marc poussa un hurlement guttural de pure rage impuissante et fracassa l'écrin vide contre le grand mur blanc de la chambre. Son orgueil démesuré et sa suffisance aveugle l'avaient totalement empêché de voir la brillante intelligence de la femme qui partageait sa vie. « Il vous reste très exactement 10 minutes, monsieur », résonna la voix puissante de l'officier ministériel depuis le rez-de-chaussée. Marc referma sa valise avec une immense douleur, la fermeture éclair cassée écorchant durement ses jointures blanches. Il jeta un tout dernier regard à sa chambre splendide, qui lui semblait désormais aussi froide qu'une salle de musée abandonnée. Il traîna son lourd bagage dans les grands escaliers, la tête baissée dans une défaite totale et humiliante. Le serrurier démontait déjà les lourdes serrures dorées de la grande porte principale avec sa perceuse bruyante. Marc franchit le seuil en titubant légèrement, le vent glacial transperçant immédiatement sa fine chemise de grand créateur. La lourde porte en chêne claqua sèchement dans son dos avec un cliquetis métallique sourd et définitif. Pendant ce temps, Élise était confortablement assise à l'arrière d'un très luxueux taxi noir aux vitres teintées. Elle observait calmement les belles lumières de la grande ville défiler doucement à travers la vitre épaisse. Une douce chaleur enveloppait ses épaules parfaitement droites. Elle se dirigeait sereinement vers un salon privé extrêmement exclusif où un rendez-vous capital l'attendait. Détruire son mari moralement et financièrement n'était que le simple fondement de sa grande vengeance. Il fallait maintenant s'assurer qu'il ne puisse absolument jamais renaître de ses nombreuses cendres fumantes. Son téléphone personnel s'illumina soudainement pour afficher un appel entrant provenant d'un mystérieux numéro masqué. Elle esquissa un sourire d'une beauté redoutable et fit glisser son doigt sur l'écran tactile. « Madame, le rachat occulte de la lourde créance de votre belle-mère est totalement finalisé », annonça une voix masculine très sérieuse. « Vous êtes désormais l'unique propriétaire légal de la dette liée à sa petite maison de province. » Élise ferma doucement les yeux, savourant pleinement le goût exquis et métallique de la puissance absolue. Elle tenait enfin le triste destin de toute cette misérable famille dans le creux de sa main parfaitement manucurée. La pluie glaciale fouettait violemment le visage pâle de Marc. Il traînait sa lourde valise en cuir sur les trottoirs détrempés de la capitale. Ses chaussures de grand créateur, conçues pour les luxueux tapis de bureau, prenaient l'eau de toutes parts. Il marchait sans aucun but précis depuis plus de 3 heures. Ses luxueux vêtements d'hiver étaient totalement trempés et collaient désagréablement à sa peau frissonnante. Le vent glacial de la nuit tombante transperçait sa fine chemise blanche avec une cruauté absolue. Son téléphone portable affichait un niveau de batterie critique de seulement 2%. Il s'arrêta sous un abribus désert pour tenter de joindre son plus ancien ami et associé. L'appel sonna longuement dans le vide avant de basculer sur une froide messagerie vocale. Personne ne voulait plus jamais entendre parler de lui dans son milieu professionnel bourgeois. La nouvelle de sa fraude fiscale monumentale et de son licenciement brutal s'était propagée comme une traînée de poudre. Il était devenu un paria, un pestiféré que l'on fuyait comme la peste noire. Dans un ultime élan de désespoir pitoyable, Marc composa le numéro privé de Clara. Il espérait bêtement que la jeune femme ressentirait une once de pitié pour l'homme qui avait tout sacrifié pour elle. Une voix féminine hautaine et particulièrement tranchante décrocha dès la première sonnerie. « Si vous osez encore approcher ma fille, je vous fais immédiatement arrêter par la police pour harcèlement », cracha Madame Dubois. Le clic sonore de la communication interrompue résonna durement dans l'oreille rougie de Marc. L'écran de son téléphone clignota une toute dernière fois avant de s'éteindre définitivement dans l'obscurité. Il se laissa glisser le long de la vitre froide de l'abribus, pleurant silencieusement dans la nuit noire. À plus de 200 kilomètres de ce misérable naufrage urbain, une autre tragédie familiale se jouait dans le silence. Colette descendait péniblement d'un vieux train régional grinçant. Elle avait payé son billet avec la menue monnaie trouvée au fond de son modeste sac à main. Ses jambes fatiguées la portaient lourdement vers son petit village natal, plongé dans un brouillard épais. Elle marchait vers sa charmante maison en pierre de taille, son unique et véritable refuge. C'était la demeure où elle avait élevé son fils et enterré son défunt mari. La vieille femme poussa le petit portail en fer forgé qui gémit doucement sous son poids. Les rosiers qu'elle avait plantés 30 ans plus tôt semblaient tristement figés par le gel persistant. Elle glissa sa vieille clé en laiton dans la lourde serrure de la porte d'entrée rustique. Le mécanisme métallique refusa obstinément de tourner. Colette fronça ses sourcils blanchis, forçant maladroitement avec ses doigts raidis par le grand froid hivernal.
La porte finit par s'ouvrir de l'intérieur avec une fluidité déconcertante tirée par une main étrangère. Élise se tenait dans l'encadrement vêtue d'un élégant manteau de laine noire parfaitement coupé. Une douce chaleur parfumée au feu de bois s'échappait du couloir pour venir caresser le visage pétrifié de la vieille dame. Élise tenait délicatement la tasse en porcelaine préférée de Colette, fumante et remplie d'un thé sombre. « Bonsoir Colette », murmura la jeune femme avec une politesse d'une froideur absolument terrifiante. « Le voyage depuis la grande ville n'a pas été trop épuisant pour vos vieilles articulations ?» La belle-mère écarquilla ses yeux rougis, incapable de formuler la moindre pensée cohérente. La présence de son ancienne belle-fille dans son propre sanctuaire provincial défiait toute logique humaine. Elle tenta de faire un pas en avant, mais Élise ne bougea pas d'un seul millimètre pour la laisser passer. « Que fais-tu chez moi, espèce de misérable vipère ?» bégaya Colette, la voix brisée par un mélange de froid et de colère sourde. « Sors immédiatement de ma propriété avant que je n'appelle les voisins. » Élise laissa échapper un sourire microscopique, d'une grande indulgence cruelle et calculée. Elle recula d'un petit pas lent, permettant à la vieille femme de voir l'intérieur du grand salon rustique. Plusieurs énormes cartons poubelles étaient soigneusement alignés près de la belle cheminée en pierre. « Vous vous trompez lourdement de vocabulaire, Colette », corrigea Élise d'un ton parfaitement mélodieux et posé. « Cette belle maison n'est plus du tout votre propriété depuis le rachat officiel de votre dette immobilière. » La vieille femme sentit son cœur rater un battement douloureux dans sa poitrine oppressée. Elle regarda les grands sacs plastiques, reconnaissant le même procédé humiliant qu'elle avait elle-même utilisé 2 jours auparavant. La symétrie parfaite de cette terrible vengeance lui coupa littéralement le souffle. « J'ai racheté la lourde créance contractée par votre fils unique et adoré », expliqua doucement l'ancienne épouse bafouée. « Je suis désormais la seule propriétaire légale de ces beaux murs de pierre et de ce joli jardin fleuri. » Élise posa sa tasse fumante sur le petit meuble de l'entrée avec un léger tintement cristallin. Elle attrapa le tout premier sac poubelle et le fit glisser calmement sur le paillasson rugueux. « J'ai pris le grand soin de rassembler vos vêtements personnels et vos petites photographies de famille, » déclara Élise. « Exactement comme vous l'avez si gentiment fait pour mes propres affaires lorsque vous avez tenté de m'effacer de ma propre vie. » Les larmes de Colette débordèrent finalement, coulant abondamment sur son visage ridé et décomposé par le grand chagrin. Elle n'avait plus la moindre force de lutter ni de cracher son venin habituel. L'ironie cinglante de la situation la foudroyait sur place, la réduisant totalement à néant. « Je n'ai nulle part où aller par ce froid glacial, » supplia la vieille mère en joignant ses mains nues et tremblantes. « Je t'en prie, Élise, ne me laisse pas mourir de froid dans cette petite rue sombre. » Élise fixa la femme qui avait fait de son long mariage un véritable enfer psychologique quotidien. Elle n'éprouvait aucune pitié, aucune grande joie mesquine, juste le sentiment du devoir parfaitement accompli. « Il y a un petit foyer d'hébergement d'urgence pour sans-abri à seulement 10 km d'ici, » informa froidement Élise. « C'est sûrement beaucoup moins confortable que le grand canapé jaune de votre cher fils, mais cela suffira amplement. » Elle referma lentement la lourde porte en chêne massif, sans le moindre petit geste de regret ou de compassion. Le grand cliquetis métallique de la serrure résonna comme une sentence de mort sociale et définitive dans la nuit glaciale. Élise se retourna vers le salon chaud et douillet, prête à savourer le tout dernier acte de sa destruction minutieuse. 3 longs mois s'étaient écoulés depuis la terrible chute de la grande famille arrogante. Le vent glacial de l'hiver laissait doucement place aux premières brises tièdes du beau printemps parisien. Mais pour Marc, la saison froide et impitoyable n'allait absolument jamais se terminer. Il se tenait misérablement sur le trottoir gris du prestigieux quartier des affaires. Ses beaux souliers italiens d'autrefois étaient désormais troués, laissant l'humidité glacée mordre ses orteils douloureusement engourdis. Son long manteau délavé, trouvé la veille dans une poubelle de supermarché, sentait la moisissure et la défaite. Le grand homme d'affaires fier et méprisant n'était plus qu'une ombre frêle et courbée. Il passait ses longues journées aérées sans aucun but, fuyant la traque incessante de ses anciens créanciers assoiffés de vengeance. Chaque bruit sec dans la grande rue le faisait sursauter d'une terreur purement animale. Il leva ses yeux cernés de noir vers l'immense tour de verre qui abritait autrefois son entreprise florissante. C'était un réflexe stupide et viscéralement masochiste qui le poussait à revenir sur les lieux de son ancienne gloire. Il espérait naïvement croiser un ancien collaborateur capable de lui glisser un petit billet de 10 € par simple pitié. Une longue berline noire aux vitres opaques s'arrêta silencieusement le long du trottoir parfaitement balayé. Un chauffeur en uniforme grillon foncé sortit prestement pour ouvrir la lourde portière arrière avec un immense respect.
Marc recula instinctivement dans la zone d'ombre du bâtiment, profondément honteux de son apparence pitoyable. Un fin talon aiguille verni se posa très délicatement sur le goudron sec. Élise émergea de la somptueuse voiture, éblouissante dans un élégant tailleur blanc immaculé qui reflétait la douce lumière du matin. Elle portait un luxueux sac en cuir rouge et affichait une assurance absolument impériale. Marc sentit son estomac se nouer violemment sous le coup d'une surprise brutale et d'une douleur fantôme. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, irritée par des semaines entières de toux chronique. Il fit un pas maladroit vers la jeune femme, poussé par un désespoir totalement irrépressible. « Élise !» murmura-t-il d'une voix rauque et cassée qui n'avait plus rien de véritablement humain. La jeune femme s'arrêta net, son beau visage se tournant lentement vers la petite ruelle sombre d'où provenait cet appel misérable. Ses yeux clairs se posèrent sur l'homme sale et brisé qui avait partagé 7 longues années de sa vie. Elle ne manifesta ni grand dégoût, ni haine aveugle, ni la moindre trace de compassion. « Bonjour Marc », répondit-elle avec la courtoisie glaciale d'une simple passante abordée par un illustre inconnu. L'indifférence totale et absolue de son regard fut la plus grande humiliation que Marc n'avait jamais subie de toute son existence. Il aurait largement préféré qu'elle lui crache au visage ou qu'elle hurle sa victoire éclatante sous les yeux des passants. Mais pour elle, il n'était déjà plus rien, une simple particule de poussière grise sur son majestueux chemin triomphal. « Regarde ce que tu as fait de moi » gémit l'homme ruiné en écartant pitoyablement ses 2 bras maigres. « Tu m'as absolument tout pris, mon entreprise, ma belle maison, mon argent et ma propre mère. » Élise ajusta élégamment la fine lanière de son grand sac sur son épaule parfaitement droite. Elle s'avança très lentement vers lui, ses talons cliquant sèchement sur les dalles régulières. Son parfum subtil à la lavande enveloppa Marc, réveillant la mémoire cruelle et douloureuse de son foyer définitivement détruit. « Je ne t'ai strictement rien pris, Marc », corrigea-t-elle d'une voix mélodieuse et purement chirurgicale. « Tu as absolument tout détruit par ta seule arrogance démesurée et tes innombrables mensonges pathétiques. Je n'ai fait que retirer discrètement la petite béquille financière qui soutenait ta fausse grandeur masculine. » Marc baissa honteusement les yeux vers le sol de pierre, des larmes chaudes coulant dans sa barbe grise et broussailleuse. La vérité cinglante pénétrait son esprit totalement brisé, comme une lourde lame d'acier brûlante. « Oh, pourquoi es-tu ici, devant mon ancien immeuble ?» bredouilla-t-il, en ravalant péniblement sa salive pâteuse. « Tu viens te pavaner avec insolence sur ma propre tombe professionnelle ?» Élise laissa échapper un rire bref, très léger et terriblement harmonieux. Elle glissa une main soignée et fine dans la grande poche de son beau manteau blanc. « Ton ancienne entreprise a été déclarée en faillite totale la semaine dernière par le tribunal de commerce », expliqua calmement Élise. « Les nombreux créanciers ont décidé de revendre les tout derniers actifs pour la somme purement symbolique d'1 seul euro. J'ai mandaté mon excellent cabinet d'avocats pour racheter cette misérable coquille vide à mon propre nom exclusif. » Marc chancela durement sur ses jambes flageolantes, heurtant le mur de pierre humide dans son large dos. La cruauté inouïe de cette ultime révélation dépassait tout ce qu'il pouvait humainement concevoir. Elle n'était pas seulement venue pour récupérer sa dignité perdue et son immense fortune personnelle. Elle l'avait totalement effacée des grands registres officiels, gommant son nom de la façade de sa propre création. Elle était désormais la grande et unique propriétaire de l'empire qu'il pensait avoir bâti avec sa seule intelligence supérieure. Ma chère belle-mère s'habitue d'ailleurs plutôt bien à sa nouvelle vie dans le grand foyer d'hébergement municipal, ajouta Élise avec un calme terrifiant. Elle a même appris à faire la vaisselle commune pour payer ses modestes repas chauds chaque soir. C'est une merveilleuse leçon d'humilité qui lui fera le plus grand bien pour ses vieux jours. La grande vengeance était désormais absolument totale, ronde et parfaitement achevée comme une véritable œuvre d'art funeste. Clara, la maîtresse stérile et manipulatrice, était repartie se cacher dans la honte chez sa vieille mère hystérique et mondaine. Colette, la belle-mère venimeuse, nettoyait les sols collants d'un réfectoire public pour quelques misérables centimes. Et Marc, le grand traître arrogant, dormait sur des cartons très humides, en craignant pour sa propre vie misérable à chaque coin de rue. « Que vais-je devenir ?» chuchota pitoyablement Marc, terrassé par l'ampleur véritablement monstrueuse de son propre châtiment. « Cela ne me regarde absolument plus, » répondit Élise en tournant les talons avec une grâce infinie et magistrale. Elle marcha calmement vers les immenses portes vitrées du prestigieux immeuble de grands bureaux. Les imposants agents de sécurité s'écartèrent très respectueusement sur son passage, baissant la tête devant leur nouvelle grande patronne. La lumière dorée et pure de la douce matinée l'enveloppait comme une aura de puissance totalement invincible. Marc resta bêtement figé sur le trottoir glacé, le regard désespérément vide et le cœur réduit en cendres fumantes.
La grande roue silencieuse du karma avait tourné avec une violence implacable, écrasant les coupables sous son immense poids. Il regarda les lourdes portes se refermer délicatement derrière la silhouette lumineuse de son ancienne épouse. Le doux cliquetis mécanique du verrou de sécurité résonna dans le grand silence de la rue presque déserte. C'était le point final cinglant de cette tragique histoire, la fin définitive et absolue de son misérable monde.